l'heure du grand débat du soir sur Gabon 24. Madame, Messieurs, bienvenue. Dès leur prise de pouvoir, les autorités de la transition ont proposé un chronogramme qui tient sur 2 ans, un calendrier présenté à la communauté nationale et même internationale et validé par les recommandations du dialogue national inclusif qui s'est tenu en avril dernier. L'une des étapes clés de ce processus était l'organisation du référendum le 16 novembre dernier, dont les résultats provisoires ont annoncé le 8 vainqueur avec 91,80% des voix. Alors que les projecteurs sont toujours braqués sur le Gabon, il est important de rappeler le principal objectif de cette transition qui est la restauration des institutions pour un retour in fine à l'ordre constitutionnel. Privangomo, apprentissage et conseiller du président de la transition, et Pierre Mintsa, président de la Machette syndicale des travailleurs gabonais vaillants, sont mes invités. Messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de ce grand débat du soir. Bonsoir, Madame Biogo, et merci de nous avoir invités. C'est toujours un plaisir. Monsieur Mintsa. Le plaisir est partagé. Alors, messieurs, on ne va pas déroger à la règle. C'est vrai que nous sommes déjà mercredi et les résultats sont connus depuis dimanche. Le scrutin s'est déroulé samedi. Mais j'ai posé la question depuis lundi et je vais vous la poser. Comment avez-vous vécu ce référendum, monsieur Privango? Écoutez, Madame, j'ai eu l'occasion de répondre à cette question que vous m'avez posée. Lors de la grande nuit électorale, effectivement. Et j'ai dit que le scrutin s'était plutôt bien passé. Et je l'ai comparé au scrutin l'année dernière, où il y avait une chape de plomb, où les Gabonais avaient peur de la suite. Oui. Je crois que nous sommes entrés dans une sorte de sérénité. Et s'il y a eu quelques petites irrégularités ou quelques petites défaillances, cela n'a pas vraiment entaché la nature du scrutin. Je pense que les Gabonais ont voté massivement pour le oui. Ils veulent donc une nouvelle constitution. Ils veulent maintenant qu'on sorte de cette transition pour entrer dans une vie normale, je crois. Et c'est tout l'enjeu de cette émission. Monsieur Mintsa, vous n'étiez pas à Libreville, vous étiez à l'intérieur du pays là-bas. Est-ce que les insuffisances ont été relevées? Est-ce que le scrutin s'est déroulé plutôt dans le calme? Du moins, comment l'avez-vous vécu, ce référendum? Merci. Vous savez, le CTRI est dans le respect scrupuleux de son chronogramme, annoncé dès la prise du pouvoir le 30 août 2023. Étape par étape, ce chronogramme se respecte par les autorités militaires. Et nous revenons là de la campagne et du scrutin. Le premier constat est que, contrairement au débat des intellectuels, les populations ont massivement adhéré. Ça veut dire que les problèmes des populations ne sont pas ceux des intellectuels que nous sommes. Et même celles de l'arrière-pays? Effectivement. Moi, je reviens de l'arrière-pays. Ça veut dire que les populations ont répondu massivement présentes pour un oui écrasant, en tenant compte de ce que les autorités militaires ont fait. Et ils ont fait directement un rapport. Si, dans un pays que nous avons trouvé à 500 km sous terre, les militaires arrivent à poser les actes. L'estimation, monsieur Mintsa, 500 km sous terre. Non, ça veut dire qu'il sait que le pays était très... C'est un lutteur. Oui, on a compris. Alors, vous comprenez que ces populations-là, qui ont répondu favorablement à cet appel du oui, ont montré combien de fois elles étaient attachées à l'objet républicain. Toutefois, je dis bien toutefois, les débats intellectuels qui sont menés par les intellectuels, oui, qui malheureusement sont nés à partir du 30 août 2023, qui n'existaient pas avant, mais ils sont nés à partir du 30 août 2023, ce n'est pas le dada des populations sur le terrain. Sur le terrain, les populations ont reconnu ce qui a été fait en quelque temps. C'est ce qui a motivé ces populations à aller vers le nouvel ordre, l'ordre constitutionnel, pour un vote à plus de... Bon, dans le Wallen thème, je vous assure que... 98%. Voilà, 98%. Et à partir de cette adhésion-là, sur le terrain, nous avons fait un constat. Lequel? C'est-à-dire, les populations ont dit ceci. Oui, nous sommes pour le projet de constitution, mais il reste encore certains petits problèmes que nous souhaitons la régularisation. Les populations. Oui. À l'exemple des routes, et là, tout le Gabon reconnaît que le Gabon est en chantier, n'est-ce pas, Priva? À l'exemple je voudrais dire, de ceux-là, de l'ancien Air Gabon, le plan... Fly oui, Gabon.
le Air Gabon, le plan social de certains qui n'a pas été respecté. D'accord, oui. Donc, les populations les ont dit... déflatés, Oui, les d'Air déflatés. Gabon. Donc, les populations ont dit, la main développement permanent, tout le monde, les chômeurs, tout le monde s'est impliqué. Les populations ont dit, malgré ces petites difficultés, et nous savons que ces difficultés peuvent être réglées au fur et à mesure, Oui. mais nous sommes pour un oui à 98%. Ça, c'est un constat qui a été fait au niveau de Wellington. Et la particularité de cette campagne référendaire, c'est que, pour une fois, la société civile a été considérée. Considérée. Allez-y faire un tour dans les provinces où nous avons été déployés. Et j'allais d'ailleurs dire que vous avez joué un rôle capital dans cette campagne référendaire. On vous a vu sur le terrain. On se plaignait un peu au début de la communication qui avait été faite où les populations de l'arrière-pays ne comprenaient pas grand-chose à l'enjeu même de ce référendum. Finalement, vous, comment vous vous êtes pris pour aller jusque dans les confins du Gabon? Eh bien, ça a été simple, parce que nous avons fait tous les villages. Ceux qui étaient dans le Wellington, nous avons fait tous les villages, nous avons fait toutes les communes. Ceux qui étaient dans les autres provinces, nous avons fait le même exercice. Si aujourd'hui vous interrogez Malanda, Mindougani, Pépessi, Lekogo ou encore Paga, ils vous diront que nous avons fait un travail de fourmi. Parce que nous avons été là où les politiques ne sont pas allés. Finalement, la société civile, pour terminer un peu sur cette question qui est quand même intéressante, est-ce qu'elle a, oui, pris la mesure de sa mission, puisqu'on parle désormais aujourd'hui de démocratie participative? Est-ce qu'on attendra plus seulement les politiques quand il s'agira des joutes électorales, mais on verra aussi la société civile? Est-ce qu'il n'y a pas aussi le risque de politiser finalement cette société civile? Président Ngomo, vous pourrez réagir, hein, Pierre Mintsa. Vous savez, la politisation vient de la pensée de l'homme. Si vous savez que vous avez été mis à part par rapport à votre travail que vous faites sur le terrain, et ce travail n'est pas à confondre avec le rôle politique. Moi, Pierre Mintsa, j'ai été nommé superviseur général adjoint pour la province du Wellington, de la campagne. Et j'ai joué mon rôle avec toutes les équipes qui étaient avec nous. Toutes les équipes. Donc, nous n'avons pas joué le même rôle que les politiques. D'ailleurs... c'est bien de le préciser. Oui, nous n'avons pas joué le même rôle que les politiques. Nous avons fait, et je reconnais que les politiques ont joué un grand rôle, mais nous, on a été beaucoup plus sur le terrain avec des causeries. Ce n'est pas que les autres n'ont pas fait ça. Vous voyez, nous, c'est la clarté. Pour preuve, M. Ngoma sait ce qui a été... M. Ngomo sait ce qui a été fait, parce qu'il a aussi fait autant. Tout le monde a fait autant. Tous ceux qui sont membres de la société civile. Vous savez, à chaque fois que le président nous recevait ici, il nous payait le taxi. Vous voyez, à chaque fois, il nous paye le taxi. C'est bien de le préciser, oui, M. Mintsa, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs également qui se disent sur les réseaux sociaux. Mais on va permettre à M. Ngomo, peut-être avant de revenir vers... Ce qui fait que nous, sur le terrain, nous avons été clairs. Voilà, à chaque fois que nous sommes reçus, on a un taxi, on a mis quelque chose de côté, et à la fin de nos causeries, et voilà, parce que on était... Les populations, vous voyez, les populations se sont données à cette campagne. Les populations ont compris que ceux-là, les intellectuels qui demandent de dire non, sont en train de vouloir montrer aux populations faux ce qui est juste et juste ce qui est faux. Et aujourd'hui, les populations gabonaises sont à féliciter. Monsieur Ngomo, il y a eu comme au fil du temps des amours entre les populations gabonaises et les hommes politiques, les acteurs politiques. Est-ce que le fait que la société civile ait pris part aussi à cette campagne ait permis de ramener les populations finalement à les intéresser à la chose politique, mais avec quand même un mais, est-ce qu'il n'y avait pas le risque, comme je l'ai dit, de politiser finalement cette société civile? Madame, en réalité, de mon point de vue, peu importe la catégorisation, que l'on soit un homme politique ou que l'on soit dans la société civile, ce qui est important, c'est la qualité de l'homme ou de la femme qui évolue dans la société civile ou dans la politique. Dans la société civile, vous avez des acteurs qui sont corrompus, qui ne jouent pas le jeu qu'on attend d'eux, qui trompent les masses et qui œuvrent pour leurs intérêts personnels. On ne citera aucun nom. Mais pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec la société civile, ils savent que certains acteurs ne sont pas recommandables. Voyez-vous? Et même sont déjà politisés, au sens où ils ne défendent plus les intérêts de la société civile qu'ils défendent, mais leurs propres intérêts, avec la complicité des hommes politiques véreux.
Très bien. À côté, vous avez des hommes politiques qui sont sérieux. Je voudrais citer un nom, M. Bangonossi est un homme politique très sérieux. Je veux citer M. Moine Bading, Jean-Victor, que je respecte, c'est un homme politique très sérieux. Et puis il y a d'autres gens, je ne cite pas le nom, qui sont moins sérieux et qui n'envisagent pas la politique dans le pays de la même manière. Certains veulent vraiment que l'intérêt républicain soit mis en avant et parfois ils payent de leur vie, de leur liberté, de leur situation, Oui. quand d'autres s'investissent en politique pour leurs propres intérêts égoïstes. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est discerner les hommes politiques de qualité, discerner les acteurs de la société civile de qualité et voir comment est-ce que ces différentes personnes de qualité peuvent travailler ensemble pour un meilleur Gabon. C'est cette logique-là que moi je privilégierais en réalité. La transition est arrivée avec son calendrier, je le disais déjà, 2 ans, entériné par le dialogue national inclusif d'Angondje, et qui précisait quand même, en cas de force majeure, on pourrait aller à 1 an. Est-ce que cette deuxième possibilité est à envisager au regard de l'avancée actuelle du calendrier, au regard des étapes que nous avons déjà commencé à franchir? On risque de ne pas avoir cette troisième année exceptionnelle qui avait été prévue au cas où 2 ne suffiraient pas. Je vais dire que le calendrier, l'agenda de la transition avance, mais parfois de manière un peu trop cavalière. C'est-à-dire? C'est-à-dire que sur certaines questions, on doit prendre le temps de les traiter. Moi, j'ai participé à la campagne référendaire, mais je dois vous dire que je n'avais pas imaginé ce type de campagne référendaire. Moi, j'ai juste aimé que cette campagne dure plus de temps, 30 jours, 3 fois plus que le temps qui a été accordé. Mais est-ce qu'à côté de la volonté de vouloir respecter finalement l'échéance de la transition, est-ce que les autorités n'ont pas eu aussi cette pression de se dire oui, on peut aller à 30 jours, mais on va raccourcir les délais pour être dans les temps par rapport au chronogramme? Madame, la communauté internationale, quand vous faites un peu allusion à elle, ne va pas en vouloir aux autorités de la transition pour 20 jours de retard, voyez-vous. On demandait 10 jours plus 20 jours, ça faisait 30 jours. On a eu le temps de distribuer le projet de constitution à l'ensemble des électeurs pour qu'ils lisent et s'en imprègnent. On a eu le temps d'organiser des débats thématiques ici, Oui. à Gabon Première, Gabon Télévision, à Télé Africa, dans les autres chaînes, dans les radios, Web TV, pour que ceux qui n'ont pas bien compris puissent s'édifier à l'aune des explications qui seraient données par les experts, par les constitutionnalistes, les hommes politiques, les juristes. Et ensuite, je pense qu'on aurait dû, sur le terrain, donner autant de moyens financiers aux partisans du oui qu'aux partisans du non. C'est la question qui fâche un peu dans cette campagne référendaire. Oui. Moi, je suis un républicain, madame. Je suis conseiller du président de la transition, je suis républicain. Je considère que lorsqu'il y a 2 idéologies qui s'affrontent, 2 positions qui s'affrontent, le déni du contribuable doit être reversé de manière équitable à ceux qui sont pour le oui, à ceux qui sont pour le non. Je constate simplement qu'il n'y a pas eu ce partage équitable. Et les partisans du non ont de bonnes raisons de critiquer. Maintenant, il faut que ceux qui ont géré les deniers fassent un rapport comptable et financier au président pour que les Gabonais sachent à quoi réellement a servi l'argent de notre pays. Nous voulons avoir de nouvelles habitudes. La transparence dans tout ce qu'on fait, dans Exactement. toutes les Nous n'avons décisions pas prises. critiqué le système précédent pour repartir avec les mêmes habitudes. Donc, il est important que nous puissions avoir un rapport financier de cette première élection que le gouvernement de la transition a organisée. Une élection qui a servi un peu, Pierre Minsa, de premier challenge aussi. C'est vrai, on a eu le dialogue avant l'élection, on a eu plusieurs autres étapes qui ont été franchies, comme je le disais, mais cette élection, c'était aussi pour tester un peu l'organisation finalement d'un scrutin par les autorités de la transition, quand on sait que 2025 va être en majorité une année électorale avec les élections générales. Est-ce que finalement le challenge a été relevé? Vous savez, quand vous avez à la tête un chef qui privilégie les intérêts personnels, les institutions ne peuvent en aucun cas bien fonctionner. C'est le cas d'hier. Quand je dis hier, avant le 30 août 2023. Comme vous le dites, les habitudes du 29 août. Du 29 août. Aujourd'hui, nous avons une tête
qui ne voit pas ses intérêts personnels, mais l'intérêt suprême de la nation. À partir de cet instant, tous ceux qui sont collaborateurs, qui voient l'attitude du chef, font attention aux actes qu'il pose. Attention aux actes qu'il pose. Sur le plan organisationnel, la période de la campagne a été très très courte, j'en conviens, Oui. parce qu'il aurait fallu beaucoup plus de temps pour prendre toute cette période-là comme une période de sensibilisation et de vulgarisation. Puisqu'on parle quand même du projet de la Constitution. Afin que les populations s'en imprègnent davantage. Vous voyez, qu'à cela ne tienne, le ministère de l'Intérieur a tenu bon. Parce que, jusqu'à preuve le contraire, je ne crois pas qu'il y a eu un incident survenu quelque part. Non. Je ne pense pas. En tout cas, avec les premiers rapports des observateurs, les premières conférences de presse. Ça veut dire oui. que quand on regarde un peu le scrutin au niveau des centres de vote et des bureaux de vote, tout s'est passé merveilleusement bien. Plutôt dans le calme. Oui. Ça veut dire que les autorités du CTRI sont respectueuses de l'intérêt suprême de la nation. De un. De deux, de par cette élection, il a été exercé les principes démocratiques. Les principes démocratiques. Parce que vous avez dans les bureaux de vote où il y a quand même un seul nom, vous voyez, oui. Ça prouve à suffisance qu'il y a eu de la démocratie qui s'est exercée. Parce que si on aurait fait une élection avec 100% de voix en tout, sans une voix contre, on allait quand même dire... Oui, on a quand même ces 8,20% de population de voix qui ont voté contre. Vous voyez Et quand je regarde un peu tout ce qui s'est passé, je vous assure que cette élection s'est passée dans la transparence totale. Un jour après, les résultats provisoires. Inédits au Gabon, quand même, il faut le relever. Transparence totale. Mais malgré cette transparence, certains qui n'ont pas atteint leur objectif trouveront toujours quoi dire. Mais nous disons, le 30 août 2023, il y avait les gens avant. Oui. Malheureusement, la société civile se retrouve là aujourd'hui. Parce que M. Ngomessi, c'est un lutteur par naissance. Combattant pour la liberté. Un combattant pour la liberté. Vous voyez, je ne sais pas si les autorités d'avant le 30 août 2023 avaient beaucoup plus de considération pour la société civile que nous sommes. Pour preuve, il n'était pas libre de ses actions, M. Ngomessi. Nous, les partenaires sociaux, nous sommes jetés en prison à Toubourvan. Vous voyez, il a fallu que le CTRI arrive pour nous sortir des prisons dans lesquelles l'ancien régime nous a placés. Est-ce qu'on peut parler de la restauration, finalement, de la dignité humaine mais effectivement, ça rentre dans la dignité. Ça rentre dans la restauration de la dignité. Vous voyez. Alors, aujourd'hui, ce qui s'est passé, je vous assure que ceux du 29 août 2023 auront toujours quelque chose à dire. Et moi, je dirais simplement à toutes ces personnes qui auront toujours quelque chose à dire. Mais curieusement, quand il s'est agi, parce que quand il s'est agi pour vous, avant le 29 août 2023, de signer des textes qui stipulent que l'homme et l'homme doivent aller au lit, vous n'étiez pas intellectuel ce jour-là. Mais aujourd'hui, vous êtes devenu intellectuel parce que la nouvelle Constitution dit « Je ne veux plus entendre parler de hommes et hommes qui partent au lit ». C'est ça l'intellectualisme. En français, plus facile et accessible, le mariage est l'union entre un homme et une femme ou du moins entre deux personnes de sexe différents. C'est ce qui doit être fait. C'est ce qui doit être fait. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, nous, sur le terrain, nous avons simplement expliqué cela aux différentes populations. Traduit cela comme ça, oui. Voilà, vous voyez. Et que quand on a discuté avec ces populations-là, je vous assure que le mandat présidentiel ne causait en aucun cas problème. Puisque les autres avaient des mandats de 7 ans hier, pourquoi ils sont contre que le mandat aujourd'hui soit encore à 7 ans? Il y a eu effectivement une cristallisation de l'attention autour de la chose politique, autour des dispositions politiques de ce projet de constitution, alors qu'il comporte plusieurs autres dispositions. Ce dont les populations ont besoin. Monsieur Ngoma ne peut pas dire le contraire parce que je sais qu'il a été sur le terrain, il s'est battu sur le terrain pour faire comprendre la constitution aux uns aux autres. Ce dont les populations ont besoin, c'est le bien-être social. Le bien-être social, ça veut dire qu'ils peuvent se soigner à tout moment, à moindre coût,
qu'ils peuvent être bien logés, qu'ils aient la possibilité d'envoyer leurs enfants dans les bonnes écoles avec les enseignants, qu'ils aient la possibilité d'avoir les routes praticables en toute saison. Vous voyez? Mais alors, M. Ngomon, écoutez, M. Pierre Mitsaki va poursuivre son développement. Les autorités, lorsqu'elles sont arrivées de la transition, j'entends, ont entamé un certain nombre de chantiers. Allez, on peut en citer quelques-uns. La route, les écoles, et l'emploi même. Mais est-ce qu'avec tout ceci, on ne perd pas de vue le principal objectif de cette transition, qui est finalement la restauration des institutions et le retour à l'ordre constitutionnel? Alors, madame, en réalité, nous avons des hommes pragmatiques qui, quand ils sont arrivés aux affaires, avaient effectivement un objectif fondamental. Oui. Celui de restaurer la dignité des Gabonais, de restaurer les institutions et de remettre le Gabon au titre de nation dans le concert planétaire. Très bien. Ça, c'était le grand objectif stratégique. Ouais. Mais prenant le pouvoir, ils se heurtent à la réalité des populations gabonaises, à la pression sociale, au malaise social. Oui. Il faut gérer la rentrée scolaire. Il faut gérer les délestages d'eau et de courant. Il faut construire les routes. Il faut construire les hôpitaux. On ne peut pas faire l'un et négliger l'autre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je pense qu'ils ont assez habilement bien travaillé. Il y a le CTRI qui s'est employé à gérer les projets d'urgence. Oui. Voyez-vous? Oui. Donc, l'aménagement des voiries, la construction des écoles, des bâtiments. Et le gouvernement, lui, devait prendre en charge le grand objectif stratégique, celui de la restauration des institutions, avec l'agenda qui a été donc arrêté. Puisqu'il y a même tout un département consacré à la réforme des institutions. Tout à fait. Donc, vous voyez qu'en homme pragmatique, ils ont bien cerné ce qui est essentiel et qui doit se faire et ce qui est urgent. Et qui doit absolument être traité. Et moi, je pense qu'ils l'ont fait de fort belle manière. Maintenant, il y a un terme que vous avez utilisé, sur lequel on peut discuter. Le retour à l'ordre constitutionnel. Très bien. Mais madame, je ne veux vraiment pas vous décevoir, mais moi, je pense que ce n'est pas un retour à l'ordre constitutionnel. Comment vous le qualifiez, vous? C'est pour l'instant un aller simple à l'ordre constitutionnel. Vous savez Parce que selon vous, il n'y avait pas un ordre constitutionnel établi avant le 30 août, il n'y avait pas voilà, des institutions, puisque il y avait une constitution, il y avait des institutions, le Gabon était un état de droit. Madame, il y a ce que l'on dit, et puis il y a la réalité. Oui. L'ordre constitutionnel, c'est quoi? Dites-nous. C'est le fait que, dans une nation, les hommes et les femmes de cette nation se donnent des règles qui sont consacrées dans le texte fondamental qu'on appelle la Constitution. Très bien. Et on décide de respecter ces différentes dispositions. Donc, on est ordonné, on est en ordre, on respecte l'ordre de la Constitution. Oui. Et lorsque notre pays signe des traités à l'international, on ratifie les traités et on intègre la vie nationale et internationale dans nos comportements. Très bien. Or, madame, depuis 1960, est-ce que le Gabon vit sous l'empire d'un ordre constitutionnel? Je vais rappeler que Léon Mba Ier avait porté un coup à ce qui voulait être un ordre constitutionnel lorsqu'il a mis de côté le régime parlementaire et qu'il a imposé Manu Militari, le régime présidentiel. A-t-il respecté? Non. S'est-il imposé? Oui. Lorsque de 1968 à 1990, Albert Bernard Bongo, devenu El Hadj Omar Bongo, devenu Omar Bongo Ndimba, décide d'imposer le monopartisme, c'est-à-dire l'État PDG, où il y a un État fort. Madame, l'État de droit, dont l'ordre constitutionnel est consubstantiel, l'État de droit se distingue de l'État de fait, de l'État sauvage, de l'État barbare, de l'État le plus fort. Or, de 1968 jusqu'à 1990, nous avons eu un État de fait. Mais il y a eu l'année 1990 Voilà. avec la conférence nationale. Voilà. Mais justement, nous avons essayé, Bongo. en 1990, Ah j'étais oui. encore jeune, c'est vrai, de mettre en place
un ordre constitutionnel, c'est-à-dire des règles que nous allons tous respecter. Avec la mise en place d'institutions qui n'existaient pas auparavant, la Cour constitutionnelle arrive, une constitution qui faisait l'unanimité selon tous les acteurs qui étaient madame, présents. qui faisait l'unanimité à la conception. Mais déjà, quand il a fallu désigner les responsables de cette institution, les problèmes ont commencé. Oui. Et après 1991, après la promulgation de cette loi fondamentale, Oui. le président de la République, Omar Bongo, s'est employé à piétiner cette constitution, à la détricoter, à lui enlever tout le substrat démocratique. Donc il n'a pas permis, le fait que cet ordre constitutionnel soit maintenu. Privas Ngomou, Pierre Mintsa, maintenez votre souffle parce que la première partie de ce grand débat du soir est déjà terminée. Nous revenons en deuxième partie parce que c'est le cœur de cette émission, l'ordre constitutionnel, comment on l'instaure. La thématique est celle-là, le retour à l'ordre constitutionnel, principal objectif de la transition. On en reparle juste derrière cette transition en deuxième partie de ce grand débat du soir. Deuxième partie de ce grand débat du soir et je suis toujours avec mes invités, Privas Ngomou, apprenti sage et conseiller du président de la transition et Pierre Mintsa, président de la Machette syndicale des travailleurs gabonais vaillants. Messieurs, on était en train de voir pourquoi on ne devrait pas parler, Privas Ngomou, de retour à l'ordre constitutionnel. Selon vous, il n'y avait pas un ordre constitutionnel avant le 30 août 2023. Oui, madame. Aussi j'allais dire... L'ordre constitutionnel existe lorsque les hommes et les femmes d'une nation décident de respecter les règles qui se sont données. Et comme je le disais, on a quand même vu les années 90, on a eu ces différents accords d'Arambo, de Paris, enfin de Paris d'abord, ensuite d'Arambo, ce dialogue national d'Angonji, on a vu ces grands-messes qui réunissaient les acteurs politiques de notre État pour aller réfléchir aux destinées de ce pays. Est-ce que finalement, ce n'était pas une façon de faire vivre l'ordre constitutionnel? Ah non, madame, c'est justement parce que l'ordre constitutionnel n'était pas respecté qu'à travers les manœuvres politiques, on essaie de donner un semblant, une mascarade d'action. Mais je vais quand même terminer. Allez-y. En disant que l'état de droit s'oppose à l'état de fait. L'état de fait, c'est le fait du prince. Nous avons vécu pendant près de 60 ans sous un état dictatorial, un ordre dictatorial qui a été abattu le 30 août 2023. Et nous sommes maintenant en train de reconstruire notre nation pour implémenter, pour instituer un ordre constitutionnel qui n'a pas existé de façon permanente dans notre pays. Si les Gabonaises et les Gabonais se sont donné une constitution par référendum le 16 novembre 2024, il importe que, désormais, et ça c'est un état d'esprit, un état psychologique, le président de la République, le prochain, celui qui sera élu, soit le premier à respecter la Constitution et qui donne l'exemple, que le vice-président de la République en fasse autant. De même que le vice-président du gouvernement, les membres du gouvernement, les citoyens doivent se dire, nous avons mis en place des règles, alors il nous faut les respecter pour que nous puissions établir de manière pérenne un ordre constitutionnel. Et là, vous voyez, si d'aventure cet ordre est rompu dans quelques années, je ne sais comment, on pourra maintenant parler de retour à l'ordre qui avait été installé le 16 novembre 2024. Pierre Mintsa, la marche vers la démocratie est engagée depuis quelques années maintenant au Gabon. J'ai l'habitude de dire sur ce plateau que s'il faut lui donner un acte de naissance, c'est certainement en 1990. 60, oui, il y a eu les indépendances, mais surtout 90 qui marque un peu le retour à la démocratie, au multipartisme finalement. Est-ce que pour vous, on ne parlerait pas, à la fin de cette transition, de retour à l'ordre constitutionnel, ou vous partagez l'avis de Privas Ngomou qui pense que ça n'a jamais existé, ça a été toujours un état de fait, le Gabon n'a pas été un état de droit. Quel est votre avis là-dessus? Je vais dire ça avec mes mots. Allez-y. En 1990, les accords par-ci, les accords par-là, c'était quoi? C'était le partage du Gabon.
entre les hommes politiques de l'époque, je dis bien le partage du Gabon, pour preuve qu'ils pouvaient construire dans le Moyen-Ogooué sans autorisation de X. Dans chaque province, il y avait un doyen politique. Et ceux-là qui voulaient rentrer dans la danse de la démocratie ont été marginalisés au point où le Gabon s'est partagé comme un petit gâteau. À partir de cet instant, quand le Gabon se partage comme un petit gâteau, est-ce qu'on peut parler de l'ordre constitutionnel? Malgré les institutions qui existent, malgré ce Parlement qui a eu cette vivacité à une époque donnée. Oui, allez-y, Monsieur Mintsa. Il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans ou 3 ans, 2 ou 3 ans en arrière, 2 ans ou 3 ans en arrière, en cas de vacance du pouvoir, on avait droit à combien de présidents intérimaires? 3, n'est-ce pas? Oui, ministre de la Défense. Ministre de la Défense. Président du Sénat. Président du Sénat. Oui, et je crois président de l'Assemblée nationale. Voilà. Je crois bien, n'est-ce pas? C'était pour quel but? Est-ce que c'est l'ordre constitutionnel? Je me pose bien la question. Je ne sais pas. Alors, nous, on dit ceci. Les gens qui ont fait échec hier, jusqu'au 29 août 2023, ils ont fait échec hier. Je ne sais pas en combien de temps et comment ces gens-là peuvent être meilleurs aujourd'hui sur le terrain. Nous voulons désormais partir des communiqués 0052 de Ulrich Mafumbi, parce que nous rentrons maintenant là-dedans, je voudrais dire, dans une autre ambiance. Oui. Dans une autre ambiance. Les militaires ont respecté leur chronogramme. J'insiste sur le respect du chronogramme du CTRI. C'est bien de le dire. Le référendum, c'est une réussite totale. Le référendum, c'est pour permettre à ceux-là qui disaient non hier de se taire une bonne fois pour toutes à partir de l'adhésion des populations. N'est-ce pas, M. Ngomo? Parce que les populations se sont exprimées. Non, pas de les museler quand même, puisque c'est la démocratie. Non, c'est la démocratie. Bon, quand tu n'as pas pu faire quelque chose hier, aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourras faire? En 56 ans, tu n'as pas pu. Qu'est-ce que tu pourras faire les 2 ans qui te restent en vie là? Rien du tout. Rien du tout. Donc, je voudrais dire que ces choses-là passent maintenant dans les mains de ceux-là qui étaient dans la Grande Muette. Et nous comprenons que le fait d'être dans la Grande Muette ne fait pas d'eux les hommes illettrés. Nous avons appris dans les mêmes écoles. Il y a les journalistes au niveau des militaires. Il y a les juges. Il y a tout. Donc, étant dans les mêmes écoles, eux, ils ont encore un autre avantage que eux, ils ont suivi une formation militaire et nous n'avons pas suivi cette formation militaire. Donc, ils sont doublement chargés. Nous ne sommes plus à l'étape du 15 novembre 2024. Nous sommes maintenant dans la nouvelle Constitution. Selon vous, il y aura un avant le 16 novembre et un après 16 novembre 2024. Mais effectivement, parce qu'avant le 16 novembre, c'était tout le monde qui pouvait se lever pour dire « Oh, les militaires doivent rester à la caserne ». Bon, maintenant que les militaires sont là, il faut maintenant faire un changement. Plutôt que toi de te voir en ville, toi vas rester au village. Vous voyez? C'est quand même assez cru. Non, c'est pas cru. C'est pas cru. Aujourd'hui, le projet de constitution qui avait été combattu par les gens qui n'ont pas fait leur preuve, ça veut dire que les gens étaient là pendant des années, mais ils n'ont jamais pensé à l'intérêt général, à l'intérêt suprême. Ces gens-là ne peuvent pas avoir le courage aujourd'hui de parler parce que les populations se sont librement exprimées. Les populations se sont exprimées démocratiquement. Démocratiquement, à partir de cet instant. Si on est conscient et qu'on se dit intellectuel, comme c'est le cas aujourd'hui, nous devons reconnaître ce qui a été bien fait. Ça a été bien fait. Et nous venons de vous dire qu'aujourd'hui, les populations ne veulent pas toujours s'intéresser aux politiques. Oui. Les populations veulent le bien-être social. C'est cela. Et c'est ce bien-être social qui est en train d'être mené sur le terrain par les autorités du CTRI. Imaginez un seul instant que... puisque le calendrier électoral de 2025 est déjà connu d'avance, il est connu, mais le président actuel, si jamais il est candidat, Encore que ce n'est pas encore la question. Si jamais. Ce n'est pas encore la question qu'on pourrait se poser. Pour vous montrer combien de fois la Constitution aujourd'hui, je voudrais dire, est en harmonie avec les populations. Monsieur Mintsa, si jamais il est candidat, développez quand même. Il ne pourra pas briguer plus de
2 mandats. Mais en n'est-ce tout pas? cas, cela s'adresse à toutes les personnes qui voudront briguer le fauteuil présidentiel. La question n'est pas encore à si le président de la transition sera candidat ou pas. Non, mais je dis surtout si sur jamais. Oui, Si jamais. On Et l'a que bien ces entendu. enfants, et que ces enfants ne peuvent pas avoir la possibilité de succéder à leur père. Ou du moins tous les Gabonais, celui qui sera candidat ou président ne pourra pas faire plus de 2 mandats, c'est ce qui est dit, ne pourra pas avoir ses enfants directement lui succéder à cette fonction. Madame Marielle, Oui, en année 2023, en année électorale, est-ce que le code électoral n'a pas été révisé si. en catimini? Et même la Constitution elle-même. N'est-ce pas? Les intellectuels étaient où à ce moment-là? On l'entend bien, M. Minsa. Mais Ils pour étaient évoluer un peu, M. Ngomo, alors, on comprend bien que ce référendum a été une étape cruciale pour, moi j'aime à dire, le retour à l'ordre constitutionnel, mais vous avez le droit de dire l'établissement de cet ordre constitutionnel. On n'a pas encore, certes, les résultats définitifs, parce que oui, il faut encore attendre que la Cour constitutionnelle proclame finalement les résultats définitifs, puisse vider le contentieux, puisqu'il y a déjà, enfin, on imagine qu'il y a bien des recours à cette élection, puisque c'est une élection. Mais peut-être d'abord revenir un peu sur ce qui se passe là, avant la proclamation par la Cour. Une fois le ministère a annoncé les résultats, est-ce qu'on pourrait s'attendre à un basculement du non à la place du oui? Est-ce que les choses pourraient bouger? Quelles sont les étapes qui pourraient suivre là avant l'annonce définitive des résultats? Madame, il y a les recours qui sont peut-être faits en ce moment auprès de la Cour constitutionnelle. Ces dernières vont attendre que les différentes parties apportent les éléments de preuve et puis elle va statuer. Oui. Et quand on voit une différence si grande de 81,80% à 8, 91,80%. voilà, 91,80% à 8%, il est difficile qu'on se retrouve avec des chiffres inversés. Il est évident que peut-être dans une petite variation au niveau de la décimale, le 8 va l'emporter, madame. C'est clair, les Gabonais veulent cette constitution, veulent sortir de la transition, et ils ont envoyé un signal fort en disant « Nous voulons une constitution parce que notre pays n'en avait plus depuis le 30 août 2023, et nous voulons que sur la base de cette constitution, nous puissions maintenant aller vers un renouvellement de notre élite politique. » Très bien. Une fois qu'on a adopté cette constitution, les résultats sont connus. Quelles sont les prochaines étapes? Alors, madame, les prochaines étapes sont simples. Il y a les préalables avant les élections générales et la composition du gouvernement. Les préalables. Le président doit, dans les 25 jours, après donc je pense la décision de la Cour constitutionnelle, promulguer la loi fondamentale. La loi fondamentale. Bien. Le Gabon désormais aura maintenant une loi fondamentale et la charte est censée ne plus être notre référence pendant la transition. Ensuite, il y a, de mon point de vue, des travaux techniques qu'il faut réaliser pour réussir les prochaines élections générales. Car il y a quand même quelques couacs qu'on a pu constater, notamment au niveau du fichier électoral. Il faut... Et justement, c'est le chantier qui arrive avec le code électoral, la révision de la liste électorale. Absolument, madame. Ça, c'est un chantier important. Il faut reviser le fichier électoral pour que nous ayons une liste, des listes électorales qui soient conformes à la réalité. Fiable. Qu'il n'y ait pas de doublons, qu'il n'y ait pas d'électeurs fantômes, qu'il n'y ait pas de personnes décédées qui apparaissent Qui donc se retrouvent encore voilà. dans ces listes. Ensuite, il nous faut, madame, je pense, une nouvelle loi fondamentale, une nouvelle loi sur le découpage. Le redécoupage électoral. Voilà. Il nous faut un nouveau code électoral en fonction de cette nouvelle loi de découpage électoral administratif. Alors, qu'est-ce qu'il y a à reprocher à ce code électoral qu'on a révisé un peu avant le référendum, parce qu'il fallait bien intégrer le référendum dans cette loi? Qu'est-ce que vous lui reprochez, messieurs? Pourquoi il faudrait le réaménager? Madame, c'est le ministre de l'Intérieur lui-même qui a dit que c'était un code électoral provisoire parce que nous partons à une élection référendaire. Oui. Mais aux élections générales, nous partirons aux élections municipales, donc locales, départementales, législatives et présidentielles. La présidentielle ne pose pas de problème puisqu'il n'y a qu'une seule circonscription. C'est la nation et puis l'étranger. Le territoire, oui. Mais les législatives, madame, et les locales. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter le découpage qui est en vigueur. Un découpage qui fait en sorte que la province du Haut-Ogooué est presque autant de députés que la province de l'Estuaire. La province de l'Estuaire est forte d'environ 800 000 personnes.
800 000 personnes. Selon vous, le redécoupage doit tenir compte de la démographie Le de chaque découpage province doit tenir compte des critères à la fois objectifs, c'est-à-dire la population. D'accord. Hein. Nous voulons qu'un député représente combien d'habitants du Gabon, la population. Cela doit être Ensuite, dit. deux, la densité. Parce qu'il y a des zones qui sont très peuplées, d'autres qui ne Oui. le sont pas. Ensuite, l'étendue géographique. Il y en a qui sont dans des lacs, d'autres qui sont sur la terre ferme. Le Oui. député doit couvrir parfois des étendues qui sont très importantes. Et puis, il y a des critères qui sont sociopolitiques et des critères qui sont stratégiques. Par exemple. Critères stratégiques. Il y a des régions qui sont plus riches que d'autres et qui apportent beaucoup plus Oui, de revenus à l'État. à l'État. Mhm. Voyez-vous, les populations sont en train de dire, mais enfin, pourquoi nous, on n'aurait pas beaucoup plus de députés, puisque c'est quand même nous qui apportons 50%, Pierre Mitsa, est-ce qu'il 80%. faudrait voir les choses dans ce sens-là, puisque finalement, les richesses, oui, elles sont plus abondantes. Est-ce que c'est une bénédiction de la nature ou une malédiction, parce que le Gabon est riche de son sous-sol, pour une province que pour une autre? Est-ce qu'il faudrait en tenir compte pour ce redécoupage électoral? Est-ce que ce ne serait pas une sorte de, comment le dirais-je, de mettre de côté, de brimer un peu les autres provinces qui ne disposeraient pas d'autant de ressources que d'autres? Il n'y a aucune province au Gabon qui est pauvre. Hein. Toutes les provinces au Gabon sont riches. Le frère Ngomo vient de dire tout à l'heure, là, le redécoupage électoral. C'est normal. Oui. Il dit ça en français, je vais dire ça pour que les gens comprennent. Oui, vous êtes très accessible, M. Mitsa, allez-y. Vous savez, autrefois, il y avait des députés qui étaient élus députés avec 3 maisons et demie. Donc, pendant que celui-là, quand vous êtes à Libreville, Oui. dans l'un des arrondissements, mais c'est au moins 15 000 électeurs. Mais vous êtes dans un petit canton de 2 maisons et demie avec 150 électeurs, vous êtes aussi député. Vous voyez, ça, les populations savent que ce que nous disons là est vrai. Donc, il faut désormais aller à un nouvel, comment on appelle ça? Rééquilibrer, finalement. À rééquilibrer les choses. Moi, je suis du 4e siège du thème. Donc, le 4e siège, c'est le canton Koumkes Mboa. Lui et moi, nous sommes du même canton. Ah, du même canton. deux frères Vous voyez, sur le plateau. En réalité, c'est 3 grands cantons, mais qu'on a jumelés en un pour en faire un seul député. Un seul siège. Vous voyez, un seul siège. Alors que dans d'autres localités, vous avez, je dis bien, 2 ou 3 maisons et demie, c'est un député. C'est un député. Donc, Ce sont des inégalités qui ont existé et qui sont encore dans le code électoral actuel qu'il faudrait revoir. C'est pourquoi il faut revoir obligatoirement, il faut refaire un nouveau découpage électoral pour équilibrer de plus en plus. Est-ce que ça ne mènerait pas à revoir à la hausse le nombre de députés sur le découpage? Mais pourquoi? Pourquoi il faut revoir à la hausse? Non, madame, ça dépend du calcul que vous allez faire. Moi je ne pense pas. Je pense pas. Il faut regarder le nombre d'électeurs. Oui. Il a parlé de la situation géographique. Il faut regarder le nombre d'électeurs que nous avons dans les différentes zones et voir comment on peut. Si on a besoin de 80 députés, mais les mathématiciens sont là, les techniciens sont là pour dire, si on a besoin de 80 députés, il faut tel ou tel nombre d'électeurs par siège électoral. Et puis, les petits sièges qui n'ont que 2 maisons et demie, s'il faille ajouter des maisons, on ajoute des maisons, et ainsi de suite. Madame, et puis, La caricature est belle. c'est une règle de 3. Oui. C'est une règle de 3. On dit, nous partons sur le principe qu'un représentant national représente, par exemple, 30 000 habitants. Par exemple. Et nous calculons le nombre d'habitants qu'il y a dans le pays. Et nous calculons, de ce fait, par la règle de 3, le nombre de députés qu'il faut pour le pays. Il faut avoir. Oui. Mais il est clair qu'un pays comme le Gabon, qui n'a que 2 millions d'habitants, ne peut pas avoir le même nombre de députés qu'Israël, Effectivement. qui, je pense, doit avoir entre 7 ou 10 millions d'habitants. Il y a un problème. Même Il y a si une Israël aussi surreprésentation. En superficie, Israël aussi est très petit comme pays. Mais nous parlons de population. Oui, la population. Le député ne représente pas un espace, il représente une population populations. dans Bien un déterminé. espace. Dans un espace, oui. Donc c'est le critère fondamental, c'est la population. Maintenant, il y a d'autres critères auxquels on peut associer des coefficients. Des coefficients qui peuvent être importants, moins importants, pour tenir compte d'un ensemble de choses, pour ne pas frustrer les uns et les autres. C'est ça. Mais aujourd'hui, l'Assemblée nationale du Gabon n'est pas conforme au corps social de notre pays. Il y a beaucoup trop de députés par rapport au nombre d'habitants. Au nombre d'habitants. Il faut qu'on revienne à une assemblée qui soit beaucoup plus équilibrée, beaucoup mieux calibrée. Je pense que si on fait le calcul,
pour une population de 2 millions d'habitants, si effectivement le recensement nous le dit, Oui. parce que là encore certains disent que le chiffre là il est surfait, peut-être que c'est 80 députés qu'il nous faudrait au pays. Voilà. Peut-être. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et c'est pas si mal. Ce serait un nombre qui serait assez juste et on pourrait avoir là-bas de bons députés qui pourraient bien travailler et on aurait un budget pour les députés qui ne serait pas aussi important que lorsqu'il y a 143 députés à nourrir. Une fois on a revu ce redécoupage électoral, on a nettoyé le fichier électoral, on va aux élections. Est-ce que vous avez, oui, des préoccupations par rapport à ces élections qui seront quand même 3 élections qu'il faudra organiser pour l'année 2025? Oui, Monsieur Mintsa. Vous savez, on vient de terminer le référendum. Monsieur Ngomo vient de dire ici ce qu'il y a lieu de faire, qu'il a appelé les préalables. Oui. Mais s'y ajoute, selon ce que nous avons vu au référendum, il y a eu des commissions locales qui ont eu du mal à joindre leur bureau de vote parce que les routes ne sont pas conformes. Moi, ça me fait plaisir parce que il y a le ministre des Eaux et Forêts, Ntoshi, qui a les gros véhicules, qui a tenté de faire la route Bindoumsan à Kamisato, sans plus. Mais ces Land Cruisers sont embourbés. Incroyable. Vous voyez? Oui. Sans plus. Hein. La réalité du terrain. Ça, c'est la réalité. Donc, ces populations-là, il y en a qui sont inscrites dans les villages, qui attendent le 26 août 2025 pour aller voter. Mais elles peuvent être heurtées à ce problème de routes. Oui. Nous ne disons pas que les routes ne sont pas construites. Les routes sont en Peuvent construction. être un facteur encombrant, Oui. un facteur Les gênant. routes. 1. 2. C'était avec grand plaisir que les populations ont adhéré massivement à la mise en place d'une nouvelle constitution, Oui. en espérant que certaines situations seront réglées entre-temps. Lesquelles, par exemple? Les chômeurs. C'est une frange importante. On sait Monsieur que Ngomo- cette question Monsieur vous Ngomo passionne sait de quoi beaucoup. on parle. Oui. Il sait. Parce qu'il a combattu aux côtés de ces jeunes Gabonais vaillants. Les retraités. Du secteur privé, qui estime que le président de la transition A fait un geste a pour fait un ceux geste du public. aux Oui. retraités du secteur public et qu'il faille regarder aussi du côté du secteur privé. Mais dans ce sens-là, il serait nécessaire qu'on revise un peu les conventions collectives pour que, enfin, les retraités du secteur privé Soient pris en compte. soient aussi pris en compte. Il y a les déflatés. J'ai cité le cas de Air Gabon, par exemple, oui. où les pilotes ont eu quand même leur plan social et les autres agents n'en ont pas eu. Ils sont dans les villages aujourd'hui. Donc, et nous pensons humblement que, vu ce qui est fait, qu'on peut faire plus. Et le dernier acte qui va de plus en plus encore motiver les Gabonais, parce que quand un Gabonais travaille, c'est tout un village qui en sort bénéficiaire. Bien sûr, Les ouais. rappels sols qui ont été payés hier, là, vraiment, un grand coup de chapeau au président, n'est-ce pas, M. Ngomo? À hauteur de 35 milliards. À hauteur de 35 milliards. Ce qui fait qu'avec cette première tranche de paiement, il y en a qui ne sont pas rentrés dans le processus de paiement, Oui. qui n'avaient pas les dossiers composés, Qui ne sont pas rentrés mais en possession, aujourd'hui, effectivement. qui veulent constituer leur dossier pour que, enfin, le chef de l'État regarde aussi un tant soit peu leur situation. Donc, c'est des choses que nous pouvons régler avant élection 2025. C'est des choses réalisables. chantiers sont énormes, Les chantiers hein. sont énormes. Monsieur mais Mintsa, seulement, Monsieur Ngomo. oui, les chantiers sont Oui. énormes. C'est pourquoi nous proposons des solutions à portée de main. Donc, quand nous voyons le chef de l'État, nous proposons des solutions à portée de main. Oui. Ce qui peut être fait, parce que nous visons l'intérêt général. Être L'intérêt pragmatique, suprême. comme disait Monsieur Ngomo. Effectivement. Monsieur effectivement. Ngomo, il y a aussi cette question, avant de terminer cette émission, des observateurs nationaux et internationaux. On les a vus, ils étaient présents dans les centres de vote. Il y a notamment l'Union africaine qui était présente et qui a salué le déroulement du scrutin au Gabon. Mais il y a quand même une question. L'Union africaine salue le déroulement de ce scrutin, suit la transition de très près, mais les sanctions contre le Gabon ne sont pas levées. Je pense que les sanctions seront levées lorsque, pour l'Union africaine, le Gabon sera revenu. Parce qu'eux, ils parlent. Puisqu'on parle de retour. Maintenant, ce retour-là, madame, il est important de dire que cet ordre
constitutionnel que nous voulons respecter et instituer dépendra beaucoup maintenant des hommes. Des hommes, La qualité des hommes. la qualité des hommes et des femmes disposés à incarner l'esprit constitutionnel, l'esprit des institutions. Or, ces hommes, d'où viendront-ils? C'est la grande question. Ils viendront d'une part des élections générales, quand le peuple les choisira. Donc, au peuple, alors, maintenant, de choisir les hommes de conviction. Pas les hommes qui les achètent, mais les hommes qui ont à cœur l'intérêt républicain. Et cette élite-là aussi viendra des nominations faites par le président de la République. Transition, oui. Non, on sera À cette sorti. époque, Oui, effectivement. Voyez-vous? Donc, il y a une responsabilité du peuple qui doit choisir ses représentants, les bons représentants, pas les menteurs. Et il y a le président qui, lui, doit choisir maintenant, dans les fonctions nominatives, les hommes et les femmes de qualité. Et c'est intéressant ce que vous dites, vous allez poursuivre, mais quand vous dites des personnes intègres, pas les menteurs, est-ce que cela fait appel aussi à ce renouvellement finalement tant souhaité de la classe politique? Oui, madame. Parce que ce sont les mêmes qu'on revoit sur le terrain, Ah. on les a revus pour la campagne référendaire, on se pose la question, est-ce que ce seront les mêmes députés d'avant le 30 août, pour reprendre les expressions de M. Mintsa, qui reviendront faire des opérations de charme aux populations? Madame, le jeu politique sera ouvert. Et je peux vous garantir que nos visages sont en train de monter. Vous voyez, moi, je venais pratiquement pas ici. Ici à Gabon 24. Pourquoi? Parce que simplement, je ne partageais pas la vision et la gouvernance de l'ancien régime. Bon, je aujourd'hui, vous êtes- suis pour les Gabonais Oui. maintenant un nouveau visage. Aujourd'hui, vous êtes conseiller du président. Exactement. Et vous allez voir que de plus en plus de nouveaux visages comme ça vont monter en puissance et ce serait une très bonne chose pour rassurer les populations. Et ces nouveaux visages vont remplacer les anciens qui sont vomis et qu'on ne veut plus voir sur la scène politique. S'agissant des élections générales, madame, Oui. il y a deux approches que j'aimerais soumettre ici. Une approche où on commencerait par les petites élections, élections locales, municipales, départementales, législatives, sénatoriales, puis présidentielles. C'est une approche que j'appelle politicienne. Ou une approche politique et démocratique, plus exigeante. C'est-à-dire qu'on commencerait, l'élection politique, ce serait celle où on commencerait par les petites élections pour monter aux plus grandes. Ce serait ça l'élection au sens politique et démocratique. Ça nous permet d'apprécier la valeur de chaque individu sur le terrain. C'est-à-dire que vous n'allez pas user du nom ou de l'image du président pour vous faire élire. Vous allez le voir par vos seules valeurs intrinsèques. C'est ça. Convaincre les populations. Oui. C'est l'approche ardue, difficile. Parce que c'est beaucoup plus facile que le président soit élu, il crée une vague déferlante, et tous ceux qui vont maintenant prendre avec le nom du président, eh bien, ils ont pratiquement certains Ils de seront gagner. adoubés. Et ce n'est peut-être pas ce qu'il faut Facilement. pour notre démocratie. Il y a donc ces deux approches-là. Il faudra qu'on essaie de voir, pour le bien de la nation gabonaise, quelle est la meilleure des approches. Faut-il commencer par les petites élections et finir par la plus grande, en même temps faire les petites corrections s'il y a des soucis, pour que la dernière élection se passe sans ombrage? Ou bien faut-il commencer par la grande élection et finir par les petites? Moi, ma position serait de commencer par les petites élections. Et c'est votre avis, on le respecte, et ce sera également votre mot de fin. La décision reviendra certainement au ministère de l'Intérieur, qui a pour rôle désormais d'organiser ces élections. Monsieur Mintsa, on a parlé de ce chronogramme de la transition qui est en train d'être respecté selon vous. On a vu les étapes franchies, ce référendum qui constituait une principale étape, mais il y a de gros enjeux pour la suite. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Alors nous devons retenir que la société civile gabonaise est une société civile active. Avec ce qui s'est passé au niveau de la campagne référendaire. Et pas politisé. Oui, pas politisé. Je parle des acteurs avec qui nous avons travaillé ensemble. Ceux qui sont politisés, vous et M. Ngom et moi, nous les connaissons. Très bien. Et qu'aujourd'hui, nous, sur le plan social, parce que moi, je ne parle pas de problème politique, moi, c'est du social. Il y a encore beaucoup de choses à faire et nous pensons que parmi ces choses à faire, il y a évidemment la régularisation des situations administratives des agents, parce que aller à l'élection présidentielle avec ces frustrations pour les agents publics, ce sera mal interprété. Il y a la situation de la main développement permanent diplômée qui travaille dans les conditions de précarité totale, les collaborateurs extérieurs et tout ce qui suit. Il y a la situation des chômeurs, des retraités civils et militaires et ceux du privé, les déflattés, vous voyez.
Donc, moi, en ma qualité de partenaire social, nous pensons que le chef de l'État devrait obligatoirement faire, pas obligatoirement, devrait penser. Puisque ça reste à sa discrétion. Oui, devrait penser à suivre un peu ce qui vient d'être proposé par M. Ngomo, parce que tout le monde ne peut pas aller en politique. Mais quand il s'agit des nominations, les gens veulent voir les nouveaux visages capables de transformer l'intérêt personnel en intérêt général. Et aussi, vous savez, les anciennes habitudes voulaient que vous faites semblant d'être ensemble, vous faites campagne ensemble, mais pendant que vous passez la journée, mais il y avait des petits malins qui passaient la nuit pour dire votez contre, votez contre, votez contre. Ça, c'est des phénomènes que nous avons connus par le passé. Et le président étant un homme du renseignement, il devrait savoir que ces hommes existent toujours aujourd'hui. Et certains, ces hommes, quand je dis hommes, je parle avec grand H, et certains sont même peut-être dans les institutions aujourd'hui qui peuvent jouer aussi un mauvais rôle. Mais pour la transparence électorale des échéances politiques à venir, il est temps, parce que la transition ici, c'est la nôtre. Oui. La nouvelle constitution, ce n'est pas pour le passé, c'est pour le futur. Et pour garantir les 50 meilleures années, les 50 prochaines meilleures années ou les 100 prochaines meilleures années du Gabon, je ne pense pas qu'il faut obligatoirement faire avec les anciens. Il est temps que ces anciens passent aussi le relais. Qu'il y ait une rupture, finalement. Non. Il est temps que ces anciens passent le relais et nous allons accompagner ces anciens. Pourquoi pas devenir des sages? J'aime bien cette expression de passer le relais qui avait déjà été évoquée quelque part. Il quittera apprentissage pour désormais être sage. Un sage. Et Pierre Minsa, nous vous avons bien entendu et vous êtes toujours fidèle à vos convictions de partenaire social. Merci à vous, messieurs, d'être passés sur ce grand débat du soir. On parlait de retour à l'ordre constitutionnel comme principal objectif de la transition. Et oui, il ne faut pas perdre de vue l'objectif qui nous a conduit au 30 août, la restauration des institutions, parce qu'il y avait eu ce coup d'État électoral le 26 août dernier. On est en train d'essayer d'évoluer dans ce calendrier proposé par les autorités de la transition. On a déjà évacué le référendum constitutionnel. Oui, il reste encore les résultats définitifs, je le répète, proclamés par la Cour constitutionnelle. C'est alors, une fois dit, qu'on pourra dire que nous avons ou pas cette nouvelle constitution au Gabon. Moi, je vous dis au revoir pour ce soir. C'est terminé. À demain avec de nouveaux invités et une nouvelle thématique.